Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Club Le Figaro Culture consacré comme la semaine dernière à la foisonnante rentrée littéraire. Et qui dit rentrée littéraire dit prix littéraire. Nous allons nous intéresser de près aux futurs chanceux et malchanceux déjà en lice, en commençant par le plus prestigieux des prix, le prix Goncourt, qui semble promis à Emmanuel Carrère. Mais mérite-t-il ce prix Goncourt pour son roman Colco, ce roman récit familial? C'est la question que je poserai à mes 4 invités, à qui je demanderai ensuite de défricher, déchiffrer les listes des prix Renaudot, Femina et Médicis, qui ont d'ores et déjà sélectionné plus d'une quarantaine d'ouvrages. Et puis je leur demanderai en fin d'émission, hors liste de prix, leur coup de cœur, aussi bien dans la rentrée littéraire française que étrangère. Le Club Le Figaro Culture consacré à la rentrée et au prix littéraire, c'est tout de suite après le générique. Bonjour Bruno Corti. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du Figaro littéraire et également auteur. Votre dernier ouvrage publié en début d'année, un dictionnaire amoureux de la littérature américaine que je vous conseille à tous. Bonjour Nicolas Ingemuth, vous êtes rédacteur en chef adjoint des pages culture du Figaro Magazine et notamment des pages littéraires. Alice Develay, vous êtes journaliste au Figaro littéraire et également écrivain. L'an passé, votre premier roman, Tombé du ciel, avait paru aux éditions de l'Iconoclaste. Et bonjour Baptiste Liger. Bonjour Vous Jean-Christophe. êtes directeur de la rédaction de Lire Magazine. Et j'ai rien publié du tout. Moi, au Et moins, vous n'avez ça, pas encore publié, mais on sent que votre œuvre est à l'intérieur de vous. Disons Elle ça, ouais. sortira Disons ça. un jour. On va essayer de faire de la maïeutique avec vous, de faire sortir cette œuvre. Dieu nous en préserve. Votre numéro de rentrée, évidemment, est consacré à la rentrée littéraire, vos livres préférés, avec beaucoup d'interviews, notamment de Laurent Mauvignier, Natacha Apana, Amélie Nothomb, dont on a parlé un petit peu la semaine dernière. Et je voudrais commencer cette émission pour parler de celui à qui tout le monde, ou presque, promet le prix Goncourt, Emmanuel Carrère, avec ce tombeau familial, si on peut dire, dressé à ses parents, Hélène Carrère d'Ancos et Louis, publié aux éditions POL. Honneur à l'invité, Baptiste Liger. Ce Carrère, c'est un bon Carrère, c'est un Carrère qui mérite vraiment le Goncourt à vos yeux? Alors, pour moi, je distingue deux choses. La question du livre et la question du Goncourt, tout d'abord. J'allais dire, bon, c'est peut-être pas forcément le livre majeur de Carrère, parce qu'il est très gros, et voilà, on retrouve dedans les qualités et les défauts de Carrère. Une introduction avec ses obsèques aux Invalides, c'est brillant. L'installation de sa mère, donc de sa mère, Hélène Carrère d'Ancos. Très bien, l'installation et les codes théoriques du livre dans les quelques pages qui suivent. Et après, on a un gros tunnel, à mon avis, sur sa généalogie. Plus d'une 150 pages où, je crois, nous sommes nombreux, peut-être pas forcément ici à cette table, à s'être profondément barbés. Et je dois avouer par contre que j'ai retrouvé le Carrère que j'aime dans la deuxième moitié, où il évoque plus directement sa mère et ce qui lui est arrivé à lui. Carrère est particulièrement bon quand il parle de lui ou quand il se sert des autres pour parler de lui en miroir. Et j'avoue que cette deuxième moitié, je la trouve assez remarquable, assez puissante, avec des morceaux de bravoure, notamment lorsqu'il va voir sa cousine qui est devenue une grande femme politique dans son pays, enfin en Géorgie, où justement la question de la fin de vie, normalement c'est la scène émotionnelle qui est de trop, très souvent chez le nombre de romanciers, et lui il l'a réussi parfaitement. Bref, oui, c'est un livre quand même assez costaud, qui dépasse simplement l'histoire individuelle pour nous parler du monde, puisque c'est ça aussi. De la Géorgie, avec Zorabishvili, justement, la présidente de la Géorgie, la Russie, évidemment, les origines. C'est ça, évidemment. Enfin, il dépasse simplement son histoire individuelle. Et c'est ce que ne réussissent pas nombre d'auteurs qui se servent de leur vie dans cette rentrée. Mais malgré tout, ça n'est pas un livre parfait. Ensuite, sur le Goncourt, qu'est-ce qu'on veut couronner, un livre ou une carrière? Et juste un détail. Ouais. Emmanuel Carrère, dans sa carrière, en tout cas du côté des prix, a déjà eu un Renaudot pour Limonov et un Femina pour La classe de neige. Ça fait un peu beaucoup. C'est jamais arrivé qu'un de mémoire, dans ce qu'on appelle le top 5, c'est-à-dire Académie, Goncourt, Renaudot, Médicis, Femina, il n'y a jamais eu de triplé, de mémoire. Voilà. Bruno Corti. Le livre d'abord, parce que en plus vous avez une très bonne interview d'Emmanuel Carrère, passionnante. Moi, je suis assez fasciné par l'animal, c'est-à-dire à la fois le type qui est bipolaire et qui mène une carrière depuis 40 ans où il fait 20 scénarios de films et 20 livres. Et du journalisme. Et du journalisme, bien entendu. Je trouve que la partie chez lui qui, moi, m'intéresse le plus, c'est celle l'adversaire et compagnie. C'est quand il est dans la narrative non-fiction, c'est-à-dire la non-fiction. Il fait ça très bien. Il est chroniqueur judiciaire depuis 30 ans. Tout ça, il fait ça très bien. Là, comme disait Baptiste, c'est un livre énorme.
Il y a des endroits un peu moins intéressants que d'autres. Il y a des choses fascinantes. Par exemple moi, je trouve que dans les personnages, oui, il y a les parents, mais c'est pas la première fois qu'il y a la mère. Il y a l'oncle, notamment. Ouais, Nicolas. L'oncle Nicolas, qui est le peintre, entre guillemets, raté, qui a une influence majeure sur lui. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de drôleries aussi, ce qu'il faut dire, parce que ce n'est pas forcément attendu. Mais il y a beaucoup de passages drôles dans ce livre, notamment quand il raconte comment sa mère a manqué d'être enlevée par un pilote d'avion qui l'emmenait et qui voulait la ramener dans son harem en Afghanistan. Bon, il y a des trucs drôles aussi. Il y a évidemment que la fin est absolument bouleversante, tout en étant glaçante, puisque Madame Carrère-Dancos se fait admettre dans une unité de soins palliatifs, tout en ne voulant pas que son mari soit au courant. Même s'il a eu un AVC et qu'il n'est pas toujours lucide, il est quand même capable de comprendre où est passée ma femme. Donc et en ayant d'ailleurs averti au dernier moment ses enfants qu'elle était en phase terminale d'un cancer. Donc il y a un portrait de cette femme qui est... À la fois, c'est une réconciliation par rapport au premier livre qu'il avait fait, et en même temps, ça reste quand même le portrait assez terrifiant de cette femme, qui est une femme remarquable. Et puis, il faut dire autre chose aussi, il y a un portrait des Russes blancs. Moi, je trouvais ça aussi formidable, c'est-à-dire l'accueil réservé aux Russes blancs quand ils arrivent en France. Là, toute cette histoire-là, parce que Carrère, comme sa mère, est un conteur. Et moi, je trouve que c'est un conteur absolument génial. Et je pense que si le Goncourt veut étoffer son palmarès, il y a des années où c'était un peu faiblard, il faut lui donner, ou alors il ne faut pas le mettre sur la liste. Il faut faire à l'époque de Pivot. Pivot avait dit « Jamais on mettra Lançon avec le Lambeau sur la liste parce que ce n'est pas de la fiction ». Maintenant, c'est fini. D'abord, Pivot n'est plus là. Il n'y a plus de fiction. Les 3/4 des livres sur la liste sont des récits. Donc, il tient sa place. Et si on le met sur la liste, on va au bout et on lui donne. Oui, c'est un peu comme Houellebecq. On l'avait raté pour les particules élémentaires. Donc, on l'a donné pour la carte et le territoire. Et comme dit Baptiste, c'est pour l'œuvre. C'est ça. Nicolas Ingemuth, sur le livre lui-même, vous n'êtes pas forcément un aficionado d'Emmanuel Carrère. Il y a des choses de lui que j'ai beaucoup aimé. Le livre qui m'a vraiment retourné date un peu, c'est L'Adversaire, ça date de 2000. 2000, ouais. Après, j'ai lu plusieurs livres de lui, avec des choses qui me plaisaient, d'autres qui m'agaçaient un peu. Alors, qu'est-ce qui vous a agacé, justement ? Non, alors, moi, déjà, en juillet, quand j'ai vu le nombre d'auteurs qui écrivaient sur leur mère ou leur père, je me suis dit qu'il ferait mieux de faire une bonne psychanalyse plutôt que de nous assommer avec leurs récits familiaux, parce que quand on écrit sur son père ou sur sa mère, on a des comptes à régler. Soit on veut rendre hommage à quelqu'un qu'on a aimé, passionnément, et qui n'est plus là, soit on veut se faire pardonner de manière post-mortem, soit on veut aussi pardonner toujours de manière post-mortem. Alors Carrère, l'intro, comme disait Baptiste, est très belle. Après, il y a 170 pages vraiment assommantes. Moi, ce qui m'a plu, contrairement à... Vous savez quand même que les Français adorent la généalogie. Je vous dis ça ça, mais... C'est une donc vous trouvez ça assommant, c'est une passion française. Oui, mais comment réussir à la rendre universelle et comment la raconter ? C'est la question. Mais non, moi, ce qui m'a le plus intéressé, le plus touché, en fait, c'est lorsqu'il parle de son enfance. Son enfance et son adolescence, plutôt que l'histoire de la Russie, de la Géorgie, etc., qui sont intéressantes. Mais après, il a un style très plat qui sied bien à la narrative non-fiction et qui, en même temps, sert au livre parce que ça apporte une fluidité. C'est-à-dire que s'il avait écrit ce livre avec une plume très littéraire, parfois on dit qu'un livre est surécrit, il nous serait tombé des mains. Et le personnage qui m'a vraiment touché, c'est son père qui est complètement effacé et soumis. J'aurais apprécié qu'il développe un petit peu plus ce personnage. Mais en même temps, visiblement, c'était sa vie, quoi. Il restait dans l'ombre, dans sa chambre. Oui, mais on apprend quand même beaucoup de choses sur son père. D'ailleurs, c'est le point de départ. La généalogie, c'est le père qui s'est lancé dans la généalogie de sa femme et de lui. Oui, mais passé un certain nombre de pages, il s'efface. Mais comme il s'est effacé dans sa vie, en fait. Quand on pense que sa femme lui a interdit d'avoir une carte bleue, quand même... c'est ça, d'habitude, c'est l'inverse. Voilà. Donc voilà, alors après le Goncourt... on plaisante, Alice. Pourquoi pas. Non, mais je trouve ça beau, justement, que déjà, sur le plateau, on ait tous des avis divergents et qu'on ait retenu le livre, chacun pour un personnage différent. Donc ça montre aussi qu'il y a quelque chose qui fonctionne dans le livre. Bon, je suis à peu près d'accord avec tout le monde sur le fait que l'introduction avec les funérailles nationales sont absolument bouleversantes, elles sont terribles aussi, d'une certaine manière. Et j'étais,
vraiment très impressionnée par ce livre, déjà d'un point de vue littéraire. Moi, je trouve que c'est pas une écriture plate, justement, elle est caustique, elle est drôle, elle est triste. Il y a une licence poétique à certains moments, elle peut être un peu ennuyeuse, notamment sur le passage de la généalogie, effectivement, les 150 premières pages, mais que j'ai trouvé très exigeante parce qu'elle me rappelait, d'une certaine manière, un peu ce genre des mémoires tels qu'on les pratiquait au XVIIe siècle, avec La Rochefoucauld, Saint-Simon, sur le genre des mémoires. Enfin, et donc, la langue de Saint-Simon et de La Rochefoucauld. non, mais on n'est plus dans... sublime. Oui, mais bien sûr, mais on l'adapte aussi au XXIe siècle, et donc il faut quand même s'adapter à la langue telle qu'on la parle aujourd'hui, et le lecteur la parle. Et en tous les cas, je trouve qu'il a ce talent de mémorialiste. Et bon, c'est effectivement très exigeant, on s'y perd un petit peu. Bon, un arbre généalogique, ça aurait été pas mal, j'avoue. Mais je trouve que c'est vraiment très bien. Et j'ai été très touchée, notamment par le portrait, moi, d'Hélène Caradan-Cos, parce que je la voyais environ 3-4 fois par an pour parler de langue française, de son dictionnaire de l'Académie française qu'ils faisaient tous ensemble sous la coupole. Et donc, forcément, c'est très particulier aussi de lire la souffrance, les derniers jours de quelqu'un qu'on connaît. C'est pas un personnage, pour le coup, c'est quelqu'un qu'on a vu avec cette force, parfois cette pas férocité, mais elle était très dure. Elle était très dure. Donc, c'est aussi bizarre de voir ce côté de la souffrance qui peut déborder à certains moments, notamment sur la fin, mais je ne vais pas trop en raconter. Et en même temps, c'est très touchant et très drôle aussi. Il y a des scènes où elle est jeune et elle manque de mettre le feu à sa voisine à l'église parce qu'elle est rousse. Elle se dit, et si je approche ma bougie de ses cheveux, est-ce qu'elle va cramer ? Bah oui. Et donc, je trouve ça très touchant aussi de la voir comme ça. Et quand elle mentait par ailleurs sur ses goûts musicaux parce qu'elle détestait la musique. Et ça m'a permis de voir quelqu'un d'humain, là où je voyais toujours une personne dans un costume vert et qui ne bougeait pas. Et pour répondre à la question du Goncourt, je pense qu'il se défend contre lui-même aussi parce que c'est un auteur qui a eu beaucoup de prix, on l'a dit, mais aussi parce que c'est un auteur qui fonctionne très bien en librairie, il est devant Amélie Nothomb. Donc le principe logiquement des Goncourt, c'est d'aider aussi un livre qui certes fonctionne, mais qui pourrait encore mieux fonctionner et qu'apporterait le Goncourt à un livre qui fonctionne déjà extrêmement bien. C'est une question. Avec Houellebecq, c'était un livre qui marchait déjà très bien. Mais c'était il y a déjà, c'était déjà il y a très longtemps aussi. Donc... Baptiste, En termes de quincaillerie littéraire aussi, il y a quelque chose qui est remarquable, puisqu'il faut parler de ça aussi, la structure du livre, comme il l'avait déjà fait dans le passé, avec partie, sous-partie, ça rythme remarquablement l'ensemble, et ça permet vraiment des respirations au lecteur, comme avec des courtes séquences qui se répondent et qui s'enchaînent. Là, on voit le scénariste de cinéma qui a... Non, mais on sent la technique, c'est pour ça que parfois des éléments qui ne pourraient pas être vraiment passionnants, eh bien, ils réussissent à tenir pour le lecteur et on les enchaîne comme ça grâce à un vrai sens du rythme. Et ça prouve quand même un évident savoir-faire littéraire. Une vraie musique. Mais comme on l'a dit, il y a quand même un problème de fond avec ce livre. Si on se réfère au prix Goncourt, qui est supposé récompenser un roman par un jeune auteur, c'est pas un roman audacieux. La formule on peut dire que c'est audacieux, comme livre. Jules et Vous avez tous remarqué que ça fait 700 pages, donc c'est une audace aujourd'hui de faire un livre de 700 pages. Mais en l'occurrence, il n'est pas jeune, il n'a pas besoin d'être... Ça fait longtemps que Jules et que c'est pas un roman. Mais il n'y a plus de romans. Enfin, si on prend la liste, les 3/4 ne sont pas des romans. Dans les autres sur la liste Goncourt... Natacha Panas, c'est pas un roman. D'ailleurs, ils ont enlevé le mot roman dessus. Le monsieur de la Marchiali, David Deneuve-Germain, c'est pas un roman, puisque c'est un médecin qui suit des populations pendant le Covid. Et c'est un récit, c'est pas du tout. Oui, mais il y a une espèce de jurisprudence depuis Neige Chino où vraiment on accepte, on a depuis Neige Chino avec Triste Tigre, on a ouvert, le Goncourt a vraiment ouvert ses listes à des livres qui jusque-là pouvaient avoir été refusés, on l'a vu avec Lançon. Pour cet argument. Justement pour cet argument, mais le roman ce n'est plus en fait ce qu'on a comme définition classique. Il n'y a plus d'imaginaire, c'est normal. C'est plus la définition classique. Il n'y aurait plus de quoi faire une liste. Mais par exemple, Mauvigny, on en a parlé la semaine dernière. C'est un roman biographique. C'est quand même un roman. C'est un vrai roman. C'est un récit familial, mais il invente toutes les scènes à partir d'une photo, d'un meuble. Donc on est quand même dans le roman. C'est du vrai roman. Il faut quand même rappeler aussi que Jean-Baptiste Andréa, il y a 2 ans, l'a reçu sur cette base que c'était un grand roman romanesque dans la tradition classique de ce que peut être le roman. Donc ça existe. Il y a des années où il y a moins de livres peut-être qui sont retenus justement pour leur qualité de romanesque. Et il y a aussi peut-être aussi une question de marché, parce qu'on regarde les livres qui marchent, et très souvent on a l'impression que le public, en tout cas dans la période de la rentrée littéraire, a envie d'expériences vécues, un tant soit peu, et qu'il y a peut-être pas un rejet, mais un manque d'intérêt pour des offres peut-être plus fictionnelles. Et là, pour le coup, c'est vraiment, cet impact est bien réel sur aussi le choix des jeux. Moi, je trouve que le prix devrait revenir quand même à Régis Geoffrey, qui quelques années après avoir écrit Papa, écrit Maman, là maintenant. Donc on attend Pépé, Mémé, Tati, Tonton. Il y a eu Tata l'année dernière de Valérie que vous aviez annoncé comme un best-seller et qui est à 400 000 exemplaires, je crois. Et je persiste et signe. Et qui était dans les listes bon roman populaire, j'assume. Mais dans la liste du Goncourt, par exemple, cette année, pour en finir avec le Goncourt, il n'y a pas d'invité surpris. Grosso modo, ça va se jouer entre
Si Ouais, c'est David pas mal. Thomas, Il y a David peut-être Thomas, par exemple, Ouais. avec son frère, qui a un roman publié à l'Olivier, qui est un roman vraiment bouleversant sur le fait que son frère est mort en tant qu'il était schizophrène. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce livre, moi honnêtement, j'ai toujours un peu peur des auteurs qui s'accaparent une parole sur la maladie mentale d'un proche. On se demande pourquoi il se l'arroge. En l'occurrence, lui, il dit justement, je ne vais rien apporter de nouveau, je n'ai aucune légitimité pour en parler, mais justement, c'est là où il est très juste, c'est qu'il essaye de chercher le frère derrière la maladie, alors que la maladie a contaminé le quotidien. Et c'est très beau, c'est très juste, c'est très doux, c'est fait avec beaucoup d'humanité, et vraiment, ça peut être un auteur qui peut sortir du lot. Et en D'autres- plus, il est sur le concours des lycéens, pareil. Et oui, Ça peut d'autant faire que sortir. c'est quelqu'un que les Goncourt aiment beaucoup, puisqu'ils lui ont donné il y a quelques années le Goncourt de Le la concours nouvelle. ouais, Car exactement. il est connu en tant que maître de la nouvelle, mais très micro-nouvelles. très brève, Ouais. et où il est assez virtuose. Il a fait que 2 romans, mais surtout, il est connu effectivement pour les nouvelles, donc il pourrait sortir son épingle du jeu. Non, la surprise pour moi, et c'est pas quelqu'un qui est sur la liste, c'est quelqu'un qui n'y est pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun auteur Grasset. Et pour moi, c'est plus qu'une maladresse, c'est une faute. Je suis désolé, il y a 10 auteurs Grasset sur la ligne de départ de la rentrée, qu'il n'y en ait pas un. Là, les bras m'en tombent, Ouais. comme dirait l'autre. Bah Bah, oui. Par exemple, Chalandon, mais Chalandon, Non, mais il pas est que tous les ans Chalandon. sur la liste. Chalandon, il a eu donc, plein de sans prix, mais il y en fatiguer. a plein d'autres. Et je vous disais tout à l'heure, il a déjà eu 2 grands prix, est-ce qu'il n'est pas aussi éliminé pour ça? Non, mais il y avait beaucoup d'autres auteurs sur la liste de départ chez Grasset. Mais- Franchement, c'est... Et pourquoi Grasset plus qu'un autre Non. Il y a d'autres éditeurs qui ne sont pas Et- présents. Non, parce que c'est un éditeur, encore une fois, a 10 auteurs sur la ligne de départ. Il y a des choses bizarres. Quand chez Albin Michel, on met Ghislaine Dunant, très bien, mais on ne met pas Anne Berest. Alors, parce que il y a une histoire derrière, on sait, bon, il y a eu un Ah non, c'est contentieux. pas, Mais ouais, si, il y a eu ce Bruno. contentieux, bien sûr que oui. Ah non, moi je ne sais pas. Oui. Apprenez-moi cette histoire. Bah enfin, Mais il y a eu cette histoire d'un des jurés qui avait écrit une critique dans Le Monde contre Anne Berest, alors que la jurée en question avait son propre mari ou compagnon Ah oui. qui publiait et D'accord. qui était sur la même liste qu'Anne Berest. Et qui avait un savait- sujet proche. Et qui ouais. avait un sujet proche, avait créé un scandale à l'époque. J'ai l'impression du coup, qu'Anne elle paye Berest- ça. Ouais. Sans doute, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des votes. Bon, on mais- a parlé d'Anne Berest la semaine dernière, donc. Oui, oui, mais on peut, on doit. Non, mais c'est difficile de demander. Je suis d'accord avec vous, mais c'est difficile de demander aux jurés de respecter des quotas par maison d'édition. Ah non, il n'y a quand pas même. question de quotas. Oui, ah bah c'est sûr que là, les quotas ne sont C'est- pas respectés parce que Ouais. Madrigal Non, a un Mais comme tiers. chaque Madrigal, donc c'est le groupe Comme chaque Flammarion, année. Gallimard. Gallimard, Flammarion, Minuit. et ils ont- POL. enfin, voilà. POL, ils ont un tiers et on ne voit pas comment le Goncourt peut leur échapper. Puisque à Pana, Carrère et Mauvigné sont les 3 favoris. Ils sont tous les 3 sur la liste du Goncourt. Je ne vois vraiment pas ce qui peut se passer. Justement, Alice a dit quelque chose de très juste. Généralement, les Goncourt, et même les prix en général, peut-être à l'exception des Médicis, aiment bien récompenser un auteur qui marche déjà correctement en librairie pour une raison toute bête. Encore une fois, bon, ça veut dire que le public a un véritable intérêt pour l'ouvrage en question, et surtout, c'est aussi pour la carrière d'un écrivain. Parce que si on part de trop bas, on fera un petit prix. Et très souvent, le livre d'après, les libraires vont se dire, bon, ce n'est peut-être pas si important que ça, on va limiter. Les journalistes vont se dire, ce n'est peut-être pas si intéressant que ça d'un point de vue journalistique, etc., etc. Et ça crée une spirale plutôt mauvaise. Donc, si un ouvrage n'a pas, enfin, j'allais dire, n'a pas ce minimum de vente au départ, un grand prix littéraire peut être une catastrophe pour une carrière. Et ça, les jurés le savent, en tout cas, en sont conscients. On va s'intéresser aux autres prix. Encore une fois, ce Colcos d'Emmanuel Carrère aux éditions POL qui est déjà, je crois, 60 000 exemplaires en 2 semaines. Donc il est déjà très bien parti. Un Goncourt le ferait accélérer. Je signale aussi que les éditions Quarto Gallimard publient le volume 2 Vers le réel. C'est une Ça, c'est passionnant. série d'ouvrages d'Emmanuel Carrère. Je crois. Il y a un inédit qui est passionnant Ouais. et il y a une Proximité longue qui s'appelle. proximité qui est une J'ai enquête lu. qu'il fait sur son quartier et qui garde il y a Formidable. quand même 800 000 signes. Et puis, il y a toute la préface qui fait 50 pages où il explique un peu son art. Il compare au portrait, à l'art de la commande et au portrait. C'est très brillant, là aussi. C'est un très beau volume. Et il y a aussi Limonov et Le Royaume qui ne sont pas ses plus grandes réussites. Limonov, c'est formidable. Oui, mais Le Royaume... J'ai pas remarqué. Moi. Ouais, mais On ne toi, va t'es pas petit. réenchaîner sur Emmanuel Carrère. Et on passe aux 3 autres listes. La Canille française, ça sera, je crois, à la fin du mois. L'interallié, on ne sait pas. Non. Mais en tout C'est cas, on jamais. a déjà les listes du prix Renaudot, du prix Femina et du prix Médicis, qui fait une bonne trentaine d'ouvrages que vous avez tous lus et plus ou moins aimés. Allez, on commence avec vous. Alice, dans toutes ces listes, qu'est-ce que vous retenez comme
Je retiens encore David Thomas, mais après, comme je n'ai pas les listes absolument en tête, je me souviens qu'il y a Anthony Passeron qui est, attendez, pour le Que Renaudot. vous aviez beaucoup défendu. Oui, que j'ai beaucoup défendu. Avec Jackie, là, chez Grasset. Oui, Ils ne sont pas au concours, mais ils sont ailleurs. C'est seulement son deuxième roman, mais c'est vrai que les listes de prix, en général, les jurés aiment beaucoup les auteurs de deuxième romans. Il y a quelque chose qui en ressort, et c'est vrai que celui-ci, il conserve en tous les cas sa verve. Il est peut-être moins touchant que son premier roman. J'ai pas envie de dire roman, d'ailleurs, c'est un récit. Là encore, c'est un récit. C'est marqué roman, mais ça n'en est pas un. Où on parlait du sida et il confrontait les années sida avec son histoire personnelle, son histoire familiale, avec son oncle justement qui va être séropositif. Là, cette fois-ci, il se concentre sur son père qui va foutre le camp, qui en fait, il avait un lien avec son père à travers les jeux vidéo. Donc c'est toujours une construction en miroir. Premier texte, c'était le miroir avec le sida et cette fois-ci, le miroir avec les jeux vidéo. C'est très bien fait. Je dirais juste un petit bémol, c'est que si on n'a pas lu le premier texte, on aura du mal à tout comprendre du deuxième texte, parce qu'il y a un côté un peu personnage à trous qui existait dans le premier, mais qui existe moins dans le deuxième. Il y a Justine Lévy aussi, que j'ai adoré là, en revanche, mais beaucoup plus, mais d'une question plus émotionnelle. Je l'ai trouvée très bouleversante, elle parle de sa mère. Sa mère est morte depuis plusieurs années. C'était une ex-mannequin qui a été... On a déjà parlé, non? Oui, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais là, ce que je trouve particulièrement réussi, c'est qu'elle va essayer de vraiment la rechercher. Elle va partir à sa recherche donc en Inde. Elle va aller sur les lieux où elle a pu habiter, où elle a pu aller, rencontrer les tenanciers d'un bar qui ont évidemment changé. Donc ils se disent « Qui est votre mère ?» On ne s'en souvient pas. Et en fait, ce qui est d'autant plus touchant, c'est qu'elle comprend qu'il y a une double mort. C'est-à-dire qu'elle est morte, certes, mais il y a l'oubli. Et en fait, elle se demande qu'est-ce qui reste de nous, au fond, à la fin. Et ça, c'était particulièrement bouleversant. Et qui est-ce qu'il y avait sur les autres listes? Pendant que vous cherchez, on va faire le tour. Voilà. Baptiste. Oh bah tiens, je vais aller du côté du Renaudot avec deux livres que j'aime bien. Je crois que vous avez évoqué il y a peu de temps La marchande d'oubli de Pierre Jourde, qui pour moi est le grand oublié, c'est le cas de le dire pour rebondir sur le titre de son ouvrage. Non, c'est certainement le roman Peut-être expliquer français. pourquoi oubli, pas oubli. Parce que l'oubli, c'est avec un E, Ouais. très important. Et l'oubli, en fait, ce n'est pas forcément ce trou de mémoire, même si la thématique est évidemment au cœur du livre, mais c'est aussi cette petite pâtisserie, c'est sa Madeleine à lui en quelque sorte. Non, on plonge dans le milieu du cirque, disons dans la deuxième moitié du 19e siècle, et aussi la période de naissance de la psychanalyse, à travers une histoire de clown acrobate assez effrayante, et surtout, là pour le coup, c'est une vraie grande fiction ambitieuse. C'est 1000 pages. Hein. Non, 700. 700, voilà. Et surtout, mais qui embrasse toute l'histoire de la littérature pratiquement, parce que voilà, on a énormément de références, mais elles font partie de ce projet. Et c'est surtout généreux. On est dans la pure fiction, dans le pur roman. Là, on attend de petites historiettes, mais qui ne réussissent pas à être universelles. Non, je trouve ça absolument remarquable. Bon, Pierre Jourde, le problème, c'est qu'il s'est fâché avec la moitié de la République des Lettres, à peu près. À cause de son jour des Nolos. Du jour des Nolos, il y a eu la littérature sans estomac, il y a eu Petit déjeuner chez Tyrannie. Donc, c'est sûr que si on est fâché avec plein de jurés, on les a insultés, forcément, on a peu de chances de se retrouver sur les listes des années plus tard. Et c'est bien dommage, parce que ce type est très doué. Et moi, j'aime beaucoup le Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Ça, c'est mon chouchou, moi aussi. Je voulais vivre. Ça, c'est du vrai roman, pur roman, de l'imagination pure et dure. Moi, je suis un fan d'Alexandre Dumas. Voilà, un de mes fils s'appelle Aramis. C'est vous dire à quel point je suis quand même fan de Dumas. Voilà. Donc, c'est plus grave qu'on le craignait. C'est inquiétant, j'en suis bien conscient. Mais voilà, il vous remercie tous les jours. Oui, voilà. Et donc, Adélaïde du Clermont-Tonnerre nous raconte l'histoire de Milady. D'ailleurs, Milady, c'est le titre international de ce livre. Pourquoi je voulais vivre en français, allez comprendre. Mais surtout, voilà, elle reprend tous les codes d'Alexandre Dumas. Elle le fait avec un premier degré absolu. Et ce qui est une vraie qualité, c'est feuilletonesque à souhait. Et surtout, elle tient complètement dans cette tradition du grand roman feuilleton à l'ancienne. Et elle le fait plutôt bien, avec grand plaisir. En plus, évidemment, elle s'amuse avec quelques ponts sur l'époque contemporaine, de manière parfois subtile. Parfois, il y a quelques kitscheries, mais qu'importe, ça fait aussi plaisir. Son principe, c'est de dire Milady apparaît dans Les Trois Mousquetaires, c'est le démon absolu. Mais en fait, Dumas ne dit pas pourquoi elle est si démoniaque, quelle a été sa vie. Et elle fait la biographie. Elle imagine, elle se glisse dans les interstices, dans quelques formules d'Alexandre Dumas pour raconter pourquoi elle se marie avec Athos, pourquoi elle a un enfant avec lui. Elle trouve même les petites contradictions chez Dumas. Absolument. Sur ce c'est formidable. Et c'est chez Grasset. Bruno Corti, ils n'ont pas le Goncourt, mais ils vont avoir tous les autres prix. Du Renaudot. Il n'y a pas que le Goncourt dans les livres. Elle est donc sur la liste du Renaudot.
Qu'est-ce que vous avez vu dans ces Alors listes-là moi, parce que avec on vos est grandes habitué lunettes à se voir pour parler de choses très noires, de polar, de crimes, de sang, tout ça. Là, c'est un roman d'amour. D'ailleurs, il s'appelle Aimer, et là aussi, c'est de l'imagination. Sarah Chiche. Sarah Chiche. J'avais jamais lu Sarah Chiche, donc je suis pas comme 6e d'autres. roman, je crois. Je suis pas comme Olivier Moni, qui est un espèce de dingue complet de Sarah Chiche. Moi, je la connaissais pas. Personne n'avait demandé à lire ce livre, donc je l'ai fait. J'ai trouvé ça formidable. Formidable l'histoire, évidemment, ça pourrait être classique, mais c'est deux gamins qui se rencontrent, un garçon et une fille, dès l'enfance. Il se passe quelque chose de grave qui les relie, et puis ils se quittent très vite. Les hasards de la vie font qu'ils se quittent. Ils se retrouvent 30 ans ou 40 ans plus tard. Il s'est passé beaucoup de choses entre les deux. Ils étaient amoureux quand ils étaient enfants. Ils étaient enfants, il y a eu quelque chose. Ils étaient enfants. Non, mais c'est des amours enfantines, si vous voulez, mais des fois, ça commence comme ça. Par exemple, naissance d'une passion de Brodo, c'était ça. Le départ, c'était ça. Bon, donc ils se retrouvent, on ne va pas tout raconter, mais je trouve qu'elle, sur un sujet banal, l'amour, et surtout, elle a un style. Franchement, j'ai été stupéfait souvent par des phrases, par des passages. Je me disais, ouais, quand même. Donc il y a le fond et la forme. Et voilà, je me suis dit, alors bon, je me suis fait chambrer par quelques camarades critiques, hommes, qui m'ont dit, mais alors qu'est-ce que c'est tout à coup, ça vous ressemble pas? Serial lover, qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'ai dit juste. Il y a un petit cœur qui bat là. Mais oui, on dirait pas, mais si. Il n'y a pas que le polar noir dans la vie. Il y a l'amour. Et puis aussi Florence Sévos. Oui, alors Florence Sévos. Qui est une rescapée du printemps. Non? Oui, parce que nous, on l'a couronnée avec le prix Flaubert au mois de mai. Et Florence Sévos, c'est un très joli livre. Après, c'est vrai que c'est curieux, il n'y a pas beaucoup de rescapés de cette période-là. C'est un très bel auteur. Très beau titre. On dirait du Jean-Marie Rouard, un perdant magnifique. Bon alors, faut espérer que ça lui portera bonheur. Non, c'est un très beau livre qui se passe dans sa région à elle, c'est-à-dire Le Havre. C'est l'histoire du beau-père. Alors Nicolas va crier parce que c'est encore des histoires de famille, mais malheureusement, c'est un peu ça la littérature. Aussi, je sais pas, c'est une femme qui écrit une dizaine de livres. Elle n'est pas archi connue. Quand on dit le nom, les gens ne sursautent pas. Mais il y a une fidélité. C'est une œuvre qui tient la route vraiment, et c'est un très joli livre. Donc voilà, je trouve ça très bien qu'il l'ait mis dans cette liste, qu'il ait repêché. Il y a au moins quelques gens qui l'ont lu dans les jurés. Et donc là, elle est aussi Renaudot ou féminin? Florence Sévos, elle est au féminin. Féminin. Et Nicolas? Non, elle n'est pas au féminin. Moi, j'ai... Renaudot, donc Florence Sévos, pardon. Avec trois livres sur la liste du Renaudot et une étrangère sur la liste du féminin. Donc j'ai commencé par les romans du Renaudot. J'ai beaucoup aimé le livre de Christian Autier, qui est journaliste au Figaro littéraire et au Figaro magazine. Alors c'est un livre sur un père, sauf que c'est une fiction. Oui, mais c'est une fiction. Oui, mais le sujet quand même. Oui, c'est un faux père. C'est un roman. Voilà. Ah oui, mais et donc c'est l'histoire d'un trentenaire qui mène une vie assez solitaire et casanière à Toulouse, et puis qui voit débarquer dans sa vie un père qu'il n'a jamais connu en fait quasiment, qui est lourd, vulgaire, qui lui emprunte de l'argent, squatte son appartement, utilise des expressions jeunistes qui embarrassent son fils. Et de fil en aiguille, ils vont apprendre à se connaître, et je ne peux pas révéler le secret de famille, encore une fois fictif. Le fils va mieux comprendre pourquoi son père a disparu. Et c'est vraiment un joli livre. D'ailleurs, Christian Autier s'est pas mal inspiré du rôle de Vittorio Gassman dans Le Fanfaron de Dino Risi. Pour le personnage du père. Ouais, pour le personnage du père, qui est moi un film que je vénère, donc ça m'a touché. Et puis toujours sur la liste du Renaudot, le livre de Louis-Henri de La Rochefoucauld, L'amour moderne, qui mêle deux histoires. La première, celle que j'ai trouvée la plus réussie, c'est l'histoire l'enfance. C'est un jeune homme qui est traumatisé par un événement arrivé dans son enfance, où son meilleur copain en CE2 s'est fait tuer par son père dans une maison du 16e arrondissement, à côté de là où il habite toujours. En fait, le père a essayé de tuer toute la famille, après quoi il a essayé de se suicider, et il n'y est pas parvenu. Et parmi les enfants, il y a une fille qui en a réchappé. Et alors, parallèlement à cette histoire, que je trouve vraiment
assez bouleversante parce que Louis-Henri de La Rochefoucauld est assez doué pour décrire l'enfance, l'adolescence, son 16e arrondissement adoré. Parallèlement à ça, il y a la rencontre, parce que le héros est dramaturge, avec une actrice de théâtre qui a été une star et qui est de 10 ans son aînée et dont il tombe amoureux. Donc il y a ces deux histoires qui s'entrecroisent et bon, bah là je trouve qu'il y a... Et qui vit un enfer dans son couple avec son mari. Et qui est un ancien producteur de cinéma et même ministre de la Culture. Ouais. Toute ressemblance, etc. Oui, Voilà. Fortuite. Et bon, bah, moi je trouve qu'en cette rentrée dominée par les récits, il y a un effort quoi, D'invention, d'imagination. d'imagination. Il n'est pas sur le Renaudot, je ne sais pas où il est. Si, Ah il bon est sur le Si, Renaudot. il est sur le Il est Renaudot. sur le Renaudot. Ah bon Si, si. Vos fiches ne sont pas à jour, cher Bruno. C'est l'AFP, moi je... Votre imprimante ne marche plus Un étranger, on va avoir la Pas la même. même. pourtant. Un étranger, vous parlez, Nicolas? Ouais, alors ça c'est sur le prix Femina. C'est une romancière galloise qui s'appelle Caris Davis. C'est tout le contraire des livres américains, des livres anglo-saxons que vous allez évoquer par la suite. Ça se passe au milieu du 19e siècle, quand les nobles d'Écosse, qui était une région assez pauvre, ont décidé de déloger les plus misérables de leur hameau en leur filant 2-3 sous, pour mettre à la place des moutons ou des vaches en pâturage qui rapportaient plus d'argent sans qu'on ait à s'en occuper en fait. Et là, l'histoire, c'est un pasteur pauvre comme Job à qui on donne une petite somme pour aller au nord de l'archipel des Shetlands. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien la région, c'est le nord des Shetlands, c'est presque la Norvège en fait. C'est vraiment très très septentrional. Et on le dépose sur une barque, via une barque sur une île minuscule. Il tombe d'une falaise et à son réveil, il est accueilli par une espèce de colosse qui parle un dialecte auquel il ne comprend rien, un dialecte oublié qui s'appelle le Norn. Et donc, le géant le guérit, le soigne. Alors, il y a une jument et une vache sur l'île, voilà. Et pareil, ils arrivent à s'adopter l'un et l'autre. Donc c'est vraiment, il n'y a quasiment pas de dialogue. L'auteur a une manière de décrire la nature et le climat avec un talent que je trouve vraiment époustouflant. Et le livre a eu très bonne presse et je suis assez content. Donc, Et il est sélectionné sur le Femina étranger. Féminin étranger, voilà. Éclairci, Caris Davis. audition de la Table Ronde, traduit par David Falkenberg, un très bon traducteur. Oui. Alice, un dernier pour la route. Oui, il y a Victor Gestin. Ah, Je m'en suis Victor Gestin. souvenue. Voilà, la mauvaise joueuse. Voilà, chez la Flammarion. mauvaise joueuse chez Flammarion. Et c'est l'histoire de Maude qui a une vie complètement banale, qui est une femme qui a son mari, son appartement, tout va bien dans sa vie. Puis du jour au lendemain, elle prend la voiture et sur son téléphone portable, il y a Candy Crush. Et elle commence à jouer de manière compulsive et elle a un accident. Au lieu de s'arrêter comme tout le monde, elle va fuir. Ah, elle renverse quelqu'un, c'est ça? On ne sait pas. Ah. On sait pas elle a eu un accident, on ne sait pas ce qui s'est d'accord. passé. Ouais. Elle va juste abandonner sa voiture et elle va commencer à fuir. Et là où quelqu'un de plutôt normal irait soit à la police ou se serait arrêté, encore une fois, et ben elle ne va pas faire ça. Elle va commencer à tomber dans une espèce de spirale infernale de jeu. Parce que comme elle est stressée, elle va trouver tous les jeux qu'elle peut, qu'elle va trouver sur son chemin. Elle va jouer au basket, elle va jouer au foot, elle va tomber dans une fête foraine, elle va même s'introduire dans un appartement avec un papa et un fils pour jouer au Monopoly. Enfin bref, c'est évidemment, en fait, il décortique les mécaniques de l'addiction de manière très psychologique, très fine. Et c'est un bon roman, on est dans le roman cette fois-ci. C'est très bien fait. C'est très court, pour le coup, ça a le mérite, il faut le dire. Et on ne s'attend pas à la fin. Donc c'est un roman entraînant et qui est très bien écrit. C'est son 3e roman seulement. Et il est en train de construire une œuvre de fin psychologue. C'est
C'est vraiment très intéressant. C'est peut-être une addiction de laquelle on parle pas souvent. On parle plutôt de l'addiction à l'alcool, l'addiction à la cigarette et l'addiction au jeu par les jeux à gratter ou par les jeux informatiques, numériques, etc. Mais là, ce jeu-là, le jeu du Monopoly, le jeu des échecs qui nous entraîne dans des considérations complètement folles, c'est très bien fait, vraiment très bien fait. Sans parler d'argent, du coup, parce que c'est pas forcément une addiction à l'argent. Non, c'est pas du tout une addiction à l'argent, mais vraiment- c'est justement intéressant parce que d'habitude le jeu c'est enfantin, tout le monde joue. C'est même la première chose qu'on fait. Nous-mêmes, nous entre sommes enfants. en train de jouer. Oui. Voilà, Mais oui. mais là, D'ailleurs, ça prend des son- proportions. à la fin, le jeu ira très loin. Et le jeu va aller très très Ouais. loin, en effet. Baptiste Moi, encore une fois, c'est quelqu'un que je suis depuis le début, Victor Gestin. J'avoue une petite déception parce que je vois qu'il utilise tout le temps les mêmes mécaniques et je sens que chaque chapitre est le prétexte à mettre une nouvelle forme de jeu. Il Donc dit c'est une peut-être frénésie. mon bémol, mais évidemment que c'est un auteur à suivre et que c'est Oui. un garçon qui a beaucoup de talent à suivre. Donc petit bémol, mais suivez le travail de ce garçon. Voilà, on a fait un petit peu le tour de ce qu'on a repéré dans les listes Médicis, Femina et Renaudot. On n'a pas parlé de Maria Pourchet, qui est avec Tressaillir chez Stock, mais Alice n'a pas envie d'en parler, donc nous La n'en vie est parlerons trop pas, courte. alors qu'elle est présente sur plusieurs listes. Et puis je vous propose maintenant de... On a peut-être oublié un nom. Parce que, allez, moi je me lance plein, sur le hein. Médicis. Allez. Je vous le donne. Non, généralement, le prix Médicis doit récompenser une Il joue. œuvre plutôt de recherche. Oula. Un auteur qui est, encore une fois, Ouais. plutôt, on va dire, un peu dans l'avant-garde et qui propose. Et je vois que vous l'avez sur la table, Céline Minard, pour moi, elle a une Ah bonne oui. tête avec Tovangar. J'essaie de Rien la que ce cacher, titre- mais je suis pas arrivé. Rien que ce titre énigmatique, Tovangar, voilà. Je voulais l'évoquer justement en transition avec Victor Gestin, puisqu'on parle du jeu. Ouais. Bah, Céline Minard, d'une certaine manière, elle fait l'équivalent littéraire d'une partie de Zelda, d'une certaine manière. Elle crée un univers fantastique. On Dans est un après monde l'apocalypse, futur. Oui, oui, c'est ça. dans un monde avec plein de créatures au fur et à mesure qu'on découvre, dont on découvre les potentialités. C'est une sorte de fable écolo et post-apocalyptique, mais plutôt joyeuse et légère, avec une grande invention lexicale. Et vraiment, elle mélange tous ces codes de la SF, peut-être d'une certaine manière du jeu vidéo, j'insiste, on sent qu'elle connaît ça très bien, et elle le fait avec une vraie virtuosité. Alors on peut être complètement hermétique à son univers, et ça je le comprends bien volontiers, Ouais. mais par rapport à ce que doit récompenser le Médicis, sachant qu'elle a une œuvre déjà derrière elle, ce serait une parfaite lauréate. Et il y a aussi Fabrice Imbert qui est un peu sur cette thématique, non, de monde C'est plus concret en tout cas, post-apocalyptique. oui. oui. Ouais. C'est un roman qui est intéressant. Une famille va fuir Paris, un père et ses deux C'est une enfants. vraie dystopie. Oui, hein. oui, c'est ça, C'est c'est sur la long. route, oui. Lui, il dit son modèle, c'est Walking Dead. Voilà. Il le dit tel quel en entretien. Oui, il y a un côté zombiesque en effet. Mais moi je pensais plus à McCarthy. Sur la route. Ouais. Ah bah bien sûr, Ouais. bien sûr. Oui, oui. Allez, on passe au vrai coup de cœur, et notamment en littérature étrangère, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de littérature étrangère jusqu'à maintenant. Bien. Allez, Javier Cercas, pour moi, c'est le livre étranger de la rentrée. C'est un livre encore un incroyable. gros livre. Ah ouais. Cercas, cet écrivain espagnol, académicien, enfin, il a écrit des livres. Chef-d'œuvre. Les soldats de chefs-d'œuvre, Salamine, les soldats de chef-d'œuvre Salamine. absolu. L'imposteur. Il y avait assez peu de fiction finalement dans ces livres. C'est souvent des bases historiques. C'est souvent. Absolument. Là, ce livre-là, il est incroyable. C'est-à-dire qu'un jour, il est contacté par le Vatican qui lui dit « Monsieur, vous êtes écrivain espagnol, vous êtes catholique d'éducation, on sait que vous êtes athée, on voudrait que vous suiviez le pape en Mongolie. » Donc le pape François. Le pape François, pardon. C'est en 2023, et il dit pourquoi moi? Enfin, je comprends pas. Bah si, vous êtes d'abord, vous êtes un écrivain célèbre, c'est vrai que tout le monde le connaît. Il fallait que l'écrivain soit célèbre, qu'il soit athée, qu'il connaisse quand même un tout petit peu le christianisme. Il venait d'une famille archi-croyante, donc il demande à réfléchir, et puis finalement il se dit j'accepte à une condition, une seule, c'est que je puisse rester 5 minutes en tête-à-tête avec le pape et que je puisse lui poser une question, qui est la question que ma mère pose depuis toujours. À la mort de son mari, elle dit « Je suis catholique, donc je suis certaine de le retrouver, mais il y a quand même un tout petit doute. Je veux qu'on me confirme que c'est bien ce qui va se passer. » Donc c'est un truc complètement dingue, parce que c'est la question absolue, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Et tout le livre n'est pas que ça, c'est le fil rouge du livre, mais Cercas, qui est un type absolument brillant, d'abord va passer des semaines et des semaines à rencontrer tous les proches de François, parce que c'est aussi un livre sur François. Ouais. Qui est ce gars? D'ailleurs, au début, il l'appelle Bergoglio. On sent qu'il n'est pas très... Presque méprisant. enfin, presque c'est- méprisant. ouais, en tout cas, pas respectueux. Il enquête, il prend tous les proches, les cardinaux, Argentine, les Argentins. Enfin, donc c'est une vraie enquête sur le pape François. Il y a le voyage en Mongolie et la fameuse phrase, mais la réponse, on ne l'aura qu'à la fin. Et il y a la Mongolie, qu'est-ce qui se passe? C'est absolument brillant, qu'on soit athée ou qu'on soit croyant, on peut être fasciné par ce livre. Et je dois dire que Cercas, que j'ai rencontré très longuement pour le prochain littéraire, et que j'ai vu là à Nancy, m'a dit avoir été
lui-même bouleversé par ce livre, par l'écriture de ce livre, par ce qu'il a trouvé dans ce livre. Et le Vatican pensait qu'il ferait un reportage ou un petit livre de voyage. Et en fait, il sort un livre de 500 pages qui est une sorte de maître-livre sur cette question, sur le christianisme. Et il dit, après tout, tous les empires se sont écroulés depuis 2000 ans. Celui-ci est toujours là, il y a peut-être des raisons. Et c'est remarquable, vraiment. Ça s'appelle Le Fou de Dieu au bout du monde aux éditions Actes Sud. Et il y a aussi un William Boyd, Gabriel Smoul. Oui. William Boyd, on ne le présente plus, hein, c'est un dans les écrivains anglais qui sont depuis 30 ans sur le terrain. Gabriel Smoul, c'est le premier volet d'une trilogie, le deuxième sort en ce moment en Angleterre, avec un personnage d'espion malgré lui. Ah. C'est très bien fait, c'est très drôle, il y a une sorte d'hommage au livre, à Le Carré et autres. Graham Greene aussi. Il y a du Graham Greene d'ailleurs qui sort aussi au même moment. C'est très sympa parce qu'il sait faire. C'est vraiment un type très... c'est un bon romancier, hein, donc on peut y aller les yeux fermés. Et puis savoir qu'il va y avoir un deuxième et un troisième volume et qu'on va suivre le Gabriel en question, c'est plutôt sympa. Nicolas, William Boyd que vous suivez Oui, moi j'aime beaucoup cet auteur. Pour moi, il a eu un défaut là. C'est qu'il y a 2 ans, il a sorti un chef-d'œuvre au titre nul, puisqu'il s'appelait Le Romantique. Il a le cœur dur. Ne jouez pas au dur tout le temps. Un livre romantique qui se passe au 19e siècle. Et j'ai tellement adoré ce livre que quand j'ai lu son petit truc d'espionnage, qui est marrant, qui est distrayant, c'est sympa, quoi, mais... Pour moi, c'est pas du grand William Boyd, quoi. Voilà. Mais c'est un super bon dialoguiste. Il a un sens de la narration. Moi, je l'ai interviewé. Il est très intelligent, il est drôle. Mais c'est vrai que le précédent m'avait tellement marqué. Bon, en même temps, il n'allait pas se répéter. Donc, c'est ça. Voilà. Alice Develay. Je vous propose Oui. d'essayer de nous convaincre qu'il faut absolument lire Christine Pawlowska, que peu de gens connaissent. Non, vous avez consacré une page entière de figure littéraire, vous êtes la seule au monde à faire ça. Voilà, exactement. Vous êtes intéressé. J'ai un très bon rédacteur en chef. Non seulement à cette romancière, mais aussi à une personne qui s'est intéressée à elle de près. Ouais, c'est un peu un ovni dans cette rentrée littéraire. On est en 1974, la France va découvrir 2 nouvelles plumes. L'une va devenir prix Nobel de littérature, Annie Ernaux, et l'une va tomber dans le plus grand oubli. Et donc, c'est Christine Pawlowska. Donc, à ce moment-là, elle a 22 ans, elle a les jeans sales, elle a les cheveux courts, elle est sauvage. C'est un mélange entre Roquentin de La Nausée et Albertine Sarrazin. Elle est vraiment inclassable. Et puis, surtout, elle publie un premier roman qui commence par ces seules lignes « Jamais, jamais je ne deviendrai adulte ». Donc c'est déjà une profession de foi, c'est un bras d'honneur à l'ordre établi. C'est un roman féroce, incandescent sur la passion amoureuse, une déclaration d'amour, de détestation, de frustration à l'égard de sa mère. Très fort. Le roman s'appelle Écarlate. Écarlate. Et donc, forcément, à l'époque, le livre est un grand succès, c'est un phénomène. D'ailleurs, il reçoit les lauriers de Mauriac chez nous au littéraire. Donc, tout se passe bien, mais elle décline toutes les interviews. Donc, c'est vraiment un suicide pour une primo-romancière. Et puis, le temps passe, et puis elle disparaît avec son succès. Il se trouve qu'en 2022, Pierre Boisson, qui est un journaliste et qui a notamment écrit cette série incroyable dans Society sur Xavier Dupont de Ligonnès, tombe sur ce livre qui est rangé vraiment au fond d'une bibliothèque. Le papier est jauni, il se décroche un petit peu et il dit bon, je vais lire ça. Il a adoré le livre, il se dit mais comment ça se fait qu'il n'y en ait pas plus ? Là, je veux... Il y a un réflexe simple de lecteur. Qu'est-elle devenue surtout ? Voilà, donc il va sur Google, il tape son nom, il n'y a rien qui sort, pas un mémoire, pas une thèse, absolument rien. Et donc, il va commencer à devenir journaliste, de redevenir l'enquêteur qu'il a été. Et donc, il va retrouver les fils de Christine Pawlowska, la dernière amie et collègue de Christine Pawlowska, et on va tomber dans une histoire, mais absolument incroyable, rocambolesque au possible, où en fait, donc Christine Pawlowska, elle a été une voyou, elle a côtoyé des assassins, elle a manqué de tuer, d'ailleurs, elle aussi, et de se tuer. Elle a été kidnappeuse, tenancière de bar, romancière, mère, enfin, c'est absolument incroyable. Et on a envie qu'une chose à la fin, c'est lire non seulement l'enquête de Pierre Boisson, mais aussi relire Écarlate et de le partager partout, parce que c'est un grand livre sur l'adolescence. C'est un grand livre aussi sur le fait de grandir. Qu'est-ce que c'est grandir ? Est-ce qu'on est obligé de grandir ? Et qu'est-ce que c'est être adulte aujourd'hui ? Ça n'a pas pris une seule ride, c'est formidable. Et ça, c'est les éditions du Sous-sol qui font un très beau travail. Il faut saluer d'ailleurs
le travail le d'Adrien travail Bosc. de, non pas des éditions du sous-sol, mais de celui qui a initié ce projet, qui est Alexandre Fillon, notre Ah oui, confrère, mentionné dans qui est l'article, mentionné Je le parce que mentionne, c'est ouais. lui qui est à l'origine de ce... qui a Parce qu'en intrigué fait, Pierre Boisson. Le livre a été publié en 1974. Il y a eu une réédition quelques années plus tard. Et il se trouve qu'il y avait cette préface d'Alexandre Fillon. Et c'est par l'intermédiaire d'Alexandre Fillon, qui est donc journaliste chez nous aussi, que Pierre Boisson le contacte et se rend compte que Christine Pavlovska, non seulement c'était pas son vrai nom, mais en plus qu'elle était morte. Parce qu'en fait, au tout début, Pierre Boisson, quand il mène son enquête, il pense qu'il va trouver une vieille dame qui va lui offrir le thé, le café ou les petits gâteaux. Et en fait, pas du tout. Et il veut savoir pourquoi est-ce qu'elle est morte de manière prématurée, parce qu'il me semble qu'elle est morte à 44 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est une vraie histoire et c'est fascinant, c'est palpitant, ça se lit comme un roman. Mais vous dites que le livre écarlate, il faut le relire. 74, il y a 50 ans, l'écriture n'est pas... Non, pas du tout, parce que c'est une écriture de jeunesse. Donc quand elle le publie, elle a 22 jeune en ans. 74 Oui, mais on est quand même dans une écriture qui est incandescente, qui est folle, qui est furieuse, intrépide. Bon, je citais Albertine Sarrazin, on est à peu près dans cette école-là de la colère. Et c'est l'anti-Françoise Sagan, je dirais, vraiment dans l'écriture. C'est vraiment très beau, puissant, il y a une vraie force poétique. À une époque, on disait la fureur poétique, et elle est là. Je comprends aussi pourquoi ça a autant bouleversé. Ça a été un véritable phénomène littéraire, et moi, je ne demande qu'à une chose, c'est que ça en redevienne un, et je trouve ça très beau, justement, que plus de 50 ans après la mort de cet auteur, on puisse la voir dans certains journaux. Magnifique. Baptiste, est-ce que Lire Magazine va aider à redécouvrir On l'a traité, évidemment, dans notre numéro de rentrée, bien entendu. En étranger, qu'est-ce que vous avez repéré ? Élémentaire, mon cher Jean-Christophe, les éléments de John Boyne, publiés chez Lattès. Alors, à votre avis, est-ce qu'on, puisque vous l'avez lu, je crois, parle-t-on de romans ou de nouvelles ? C'est 4 nouvelles qui forment un roman. Voilà, c'est ça son coup de force. Parfois, c'est très artificiel chez certains écrivains, ce procédé. Or, ça fonctionne formidablement bien. Donc, les éléments, l'eau, la terre, le feu, la mer, pour 4 histoires qui se mêlent de manière très subtile. Et l'air, pardon. C'est très important pour la dernière nouvelle où justement on va être en avion. Non, avec on va dire une femme qui fuit quelque chose pour se retrouver sur une île, un footballeur qui a un secret, il a peut-être une affaire qui a été compliquée, une chirurgienne spécialisée dans les grands brûlés qui n'est peut-être pas la personne bienveillante qu'on imagine, et donc ces retrouvailles familiales, et tout ça se mêle avec une grande virtuosité, avec une grande générosité romanesque, parce que tout ça pourrait être très artificiel dans le lire, dans ces histoires, mais tout se fait très subtilement par écho, tout ça porté avec un vrai sens de la narration, dans un brio pour chaque histoire à proprement parler. Non, c'est l'écrivain irlandais qui avait un succès, d'ailleurs, un long-seller, pardonnez l'anglicisme, avec Le garçon au pyjama marié, que moi j'avais pas lu, qui avait eu un roman jeunesse. Succès. Oui, absolument. Là, il confirme tout, vraiment un immense talent, et quelque chose me dit que dans les prochains jours, puisqu'il va venir en France, le public va suivre, et ce sera un... Il n'est pas sur une liste Il est finaliste du prix Roman Fnac. Et il est largement au-dessus de tout le reste. Et bizarrement, il vient à ce moment-là. Oui. Et il est sur le Renaudot, le on sait jamais. Oui, il est sur oui. Ce qu'il faut dire aussi, et ce qu'il faut ajouter sur ce livre, c'est que ça aurait pu être terrifiant, parce que les histoires sont absolument Les histoires sont très violentes. très très dures, et que ça peut être une collection de... J'ai pas trop insisté sur justement chacun des drames. Non, et en fait, non, c'est pas la symphonie du malheur. Il arrive malgré tout, et ça reste optimiste. Ce qui est quand même... il trouve de la lumière dans l'histoire. Notamment la fin. C'est assez atroce quand même. Ce qu'on lit est assez atroce. Mais sur l'innocence, la culpabilité, il a fait un truc. C'est vrai, c'est 4 novellas qu'il a écrits entre 2023 et 2025. Mais je pense qu'il les a écrits au fil, quoi. C'est-à-dire que c'est cohérent. Parce que c'est pas, il écrit, puis après il se dit tiens, si j'en écrivais un deuxième. Non, c'est un truc cohérent, mais le livre est formidable. Et ce qui est prodigieux, je trouve, c'est qu'on commence la 2e nouvelle, et puis d'un seul coup, il y a un prénom qui apparaît ou un nom, en disant mais c'est le fils de la, etc. Et on voit, et tout le livre est comme ça. Ce sont des c'est en ça où il y a un vrai brio. Et c'est vraiment extraordinaire. Et puis Baptiste Ligier, en dernière minute, vous avez tenu à parler de Jethro, Un monde nouveau chez Albin Michel. Ah oui, je crois qu'on est plusieurs à l'avoir lu à cette table. J'allais dire, d'un point de vue objectif, c'est le vrai, comme disent les anglo-saxons, le Great American Novel, le vrai grand roman américain ambitieux. On a parlé de Jonathan Franzen, on peut parler d'autres mondes de Don DeLillo, enfin ce type de grand roman qui prend un monde à travers une grosse histoire américaine, et là une histoire de famille, avec un avocat assez brillant, mais qui n'a pas
pas quand même beaucoup de chance dans sa famille. Enfin voilà, parce que, et d'un point de vue professionnel, il est un petit peu mal vu, il serait mêlé à un scandale, lui en plus, qui est spécialiste de la question de la spoliation des biens juifs. Et ça fait un petit peu désordre. Sa femme est partie, et il se trouve dans ses 3 enfants, pour le coup, il y en a un qui est mort en Cisjordanie, justement de tir israélien. Sa fille qui apprend que son véritable père est noir, et un autre qui est devenu bouddhiste. Et tout ça se mêle avec une grande virtuosité, un travail formel de narration, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans une narration très classique. Non. Il fait tout se superpose par strates et par différentes formes d'écriture, et il embrasse tout le monde avec un vrai regard d'écrivain, et hors, de toute morale, parce qu'on pourrait imaginer une sorte de... on va utiliser le mot, le gros roman woke. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Moi, j'avoue, j'ai été assez impressionné. J'aurais aimé qu'il y ait beaucoup de romans français de cette trempe. Oui, moi je suis d'accord, c'est vraiment le... Enfin, je l'ai lu cet été, et je me disais, quand j'ai fini, d'ailleurs, je crois avoir eu une conversation avec le monsieur qui est à ma gauche, pour lui dire, franchement, si tu dois lire quelque chose, c'est peut-être ça. Moi, ça m'a vraiment retourné. Je me suis dit, mais là aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que la différence avec notre Irlandais dont on venait de parler, lui, il y a une espèce de profusion, de densité dans l'écriture qui fait qu'on n'est pas noyé pour autant. Mais l'architecture du livre, elle est incroyable. Moi, je trouve ça très puissant. C'est vrai que le fil rouge de cette famille juive, qui, sur des décennies, ils partent tous un peu en vrille, mais là, quelque part, c'est grand livre. C'est pas son premier, c'est son premier traduit en France. Il en avait écrit d'autres aux États-Unis, mais c'est le premier. Et je trouve que là, si les jurés acceptent de lire des livres de 700 ou 800 pages, oui, parce qu'ils sont tous très gros. Ils sont tous très gros. Ils devraient quand même prendre leur pied avec ce livre, je suis sûr. Il sera dans votre édition de poche du dictionnaire amoureux de la littérature américaine. Si l'éditeur l'accepte, je consens. Puisqu'on parle gros, on va finir par un gros. Une remarquable biographie de Huysmans. Je parle du livre. Non mais vraiment. Agnès Michaud, Huysmans vivant. Oui, c'est étonnant. Très gros livre. En fait, j'ai appris avec quand cette biographie a été annoncée qu'il n'y avait jamais eu de biographie sur cet auteur. En français, mais je crois qu'il y a eu non, il n'y a même pas en anglais. Peut-être aux États-Unis, mais enfin, déjà, je vois pas comment on peut traduire Huysmans en anglais. Alors, j'aime pas tellement employer ce mot, mais c'est vraiment un auteur culte de la fin du 19e siècle, surtout pour 2 livres, en particulier À rebours et dans une moindre mesure Là-bas, qui est un roman sataniste. Et il a eu un parcours très curieux parce qu'il a commencé dans le naturalisme, c'est-à-dire son idole, c'était Zola. Donc en fait, il fallait écrire de manière très réaliste, comme faisait Zola, sur les mineurs, les pauvres, les prostituées, etc. Et puis après, il est rentré dans le symbolisme, et le personnage des Esseintes, le héros d'À rebours, c'est quelqu'un qui justement fuit la réalité, vit reclus dans ce qu'il appelle une thébaïde, fabrique lui-même ses propres parfums, a des plantes rares, etc. Donc après, il sort son roman gothico-sataniste, là-bas, que moi je trouve merveilleux. Et ensuite, il se convertit au catholicisme, et là, il se fâche avec Léon Bloy, parce que le caractère de cochon de Léon Bloy fait que... Parce qu'il était très proche de Barbet et de Léon Bloy. Et en fait, Léon Bloy ne supportait pas qu'on soit plus catholique que lui, quoi. Il l'a envoyé bouler. Il écrit La cathédrale, d'ailleurs. Ouais. L'Oblate. Alors c'est une écriture qui change avec les époques, parce que l'écriture d'À rebours peut ne pas convenir à tout le monde, elle est très précieuse, très maniérée, il faut lire ça avec un dictionnaire à proximité, encore un dictionnaire du 19e siècle, je pense. Mais bon, il faut saluer quand même le travail d'Agnès Michaud, la biographe, parce que c'est vraiment c'est titanesque ce qu'elle a fait. Moi, je rapprocherais ça presque de la biographie de Rimbaud par Jean-Jacques Lefrère.
Bon, lui, Rimbaud, c'était autre chose parce qu'il y avait très peu de détails sur Rimbaud, Oui. donc il en avait trouvé plein. Mais l'établissement, c'est plus documenté. Il n'y a que la couve qui est absolument épouvantable. Ah, c'est ça, j'ai pas compris. La couverture, c'est vraiment pourquoi faire du un Van tue Gogh, l'amour, quoi. Je veux dire, ouais. on voit ça, on n'a pas envie de l'acheter. Ouais. alors. Non, il y a peut-être un effet de 3D, Ah ouais. il faut des petites Ouais. lunettes. Et Ah, regardez, peut-être, elles sont dommage. peut-être fournies. ça, ouais, et on Mais le voit en relief. Le livre est formidable, en tout cas. Mais il faut passer la couve et le lire, effectivement. Il y a un article d'Elisabeth Barrier dans le Figaro Magazine de ce week-end, Et de qui est Sébastien encore avec une Lepac. très belle photo choisie par Nicolas. Merci encore à tous les quatre pour ce club consacré à la rentrée littéraire, au prix littéraire. On verra si vos goûts et vos pronostics ont été On rit déjà. ou non. La semaine prochaine, c'est Nicolas Voller qui présentera le Club littéraire culture qui sont consacrés aux séries télévisées. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine.